Bonjour à tous, merci de bien vous réveiller en direct avec nous sur Canal 3 Bénin. Pendant qu'il vient d'être 7 heures du matin s'ouvre chez vous, on fera le point de l'actualité nationale, une actualité dominée par les questions électorales. Les législatives de janvier 2023 retiennent l'attention après la semaine cruciale de dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Elle qui d'ailleurs a présenté vendredi dernier le point de dossiers réceptionnés. Oui, formations politiques ont franchi l'étape des déclarations. Ces formations politiques attendent la suite du processus qui aboutira à la délivrance ou non du récépissé définitif. De cela, on en parle avec un militant chevronné de la société civile et expert en gouvernance et en pratique électorale. Joël Ataï Guédégué sera avec nous au forum politique de ce lundi. Ce sera aussi l'occasion d'apprécier la nomenclature des listes. Les partis en compétition pour le Parlement 9e législature ont usé de stratagèmes dans les positionnements, une sorte de combinaison conquérante. Sur les listes, tout y est, les femmes, les commerçants, les enseignants, les universitaires, les artisans et même les artistes se sont invités dans le débat politique et sur le champ de bataille électorale pour jauger leur popularité. Nous verrons avec nos analystes quels sont les leviers que chaque acteur doit tenir pour espérer faire gagner son parti politique. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Actu Matin. Et voilà, nous allons dans un instant suivre l'actualité avec la rédaction de Canal 3. Bénin, ce sera le journal des sports avec vous, William Cliquant. Bonjour. Bonjour, Christian. Le journal, le bulletin matinal. Le bulletin Voilà. matinal. Justement, et juste après, nous aurons les sports avec Hakime Ousseni. Entre-temps, on aura la revue de presse ou la revue des titres, si vous le voulez, un tout petit peu décalé ce matin. Et dans le bulletin matinal, on va parler de cette activité. Saliou Doubou, en apôtre de la paix dans sa juridiction administrative. Le préfet des collines s'est engagé dans des actions de pacification du territoire dont il a la charge. L'autorité administrative prévient les violences en période électorale. Il était à Saveille-Bonté dans le week-end. Le point de sa descente et des échanges avec ses administrés dans notre bulletin matinal. Et puis, on parlera de la première édition du Festival national des sports et des loisirs. Les activités ont pris fin hier dimanche, 3 jours durant. Les acteurs des sports se sont retrouvés au stade Omnisport d'Abomey sur initiative du Fonds national de développement des activités de la jeunesse, des sports et des loisirs. Nous ferons un retour sur la cérémonie d'ouverture et les premières confrontations dans notre bulletin matinal. La transition. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Les législatives sont prévues pour se tenir le 8 janvier 2023 et en prélude à ces élections de janvier prochain, le préfet des Collines a lancé une série d'activités en vue de sensibiliser les populations pour la paix et la cohésion sociale. L'initiative s'inscrit dans la droite ligne du processus de pacification entamé depuis plusieurs mois déjà et qui est conduit par l'autorité préfectorale. Les séances ont démarré par les communes de Savet et de Bonté. Elles ont été l'occasion d'installer les comités de pacification dans tous les arrondissements. Les précisions avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Le processus entamé depuis plusieurs mois se poursuit dans les différentes localités concernées dans le département des Collines. Il est conduit par le préfet Saliou Odoubou et vise à ramener la paix, mais surtout la cohésion sociale. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un moment, les différentes élections ayant précédé l'arrivée de notre préfet à la tête du département de Collines étaient sujets à des violences. Et quelques jours après son installation à la tête du département des Collines, il a pris des initiatives de pacification qui se sont soldées par un certain nombre de recommandations. Je voudrais en votre nom à tous remercier très sincèrement Monsieur le préfet pour les diligences qu'il a eu à observer pour la tenue de la présente assise. Ces énièmes séances tenues dans les communes de Savet et de Bonté marquent une avancée dans les nombreuses démarches menées en vue de l'atteinte des objectifs. Ces dernières rencontres ont réuni à chaque étape autour des organisateurs, des responsables religieux, les forces de sécurité et de défense, des leaders politiques ainsi qu'une frange de la population. Cette activité vise à promouvoir le dialogue social, conscientiser les populations sur la culture de la tolérance et assurer le maintien de la paix, prévenir ou résoudre les situations conflictuelles liées aux joutes électorales pouvant conduire à des frustrations ou aux violences, contribuer à faire retrouver au département des Collines et à la commune de Savet son flambeau de région hospitalière et pacifique. Dans cette aventure pour pacifier la région, l'autorité préfectorale a bénéficié de l'accompagnement de l'Institut pour la gouvernance démocratique ainsi que de l'ambassade des Pays-Bas. Grâce à ses partenaires, des comités de pacification ont été mis en place dans 28 sur les 60 arrondissements que compte le département. Les creusets fonctionneront à travers l'animation de groupes de discussion créés à cet effet. Je voudrais saluer le modèle retenu pour le règlement ou pour la quête de la cohésion sociale. Le modèle de l'Abra Palab, appelé en argot Batu, et qui vise à puiser dans les mécanismes traditionnels de règlement de nos situations de crise, dans nos familles, dans nos sociétés, pour trouver les solutions les plus durables pour les problèmes qui se posent à l'être humain ou à nos sociétés. Et chaque Batu que nous avons appelé Abra Palab se compose ainsi qu'il suit. 3 représentants de l'élite locale et de la diaspora. À ce niveau, il s'agit de désigner d'office le chef d'arrondissement et 2 cadres au niveau local. 3 représentants des chasseurs, 2 représentants des leaders religieux, toujours par arrondissement, 2 représentants des chefs traditionnels, 2 représentants des associations de femmes, 2 représentants des associations de jeunes, et un représentant de chaque parti politique, toutes tendances confondues. Les échanges des membres dans les différents groupes vont permettre de définir des stratégies en vue de sensibiliser les populations à l'adoption de comportements responsables. Le but principal est de calmer les ardeurs des uns et des autres, amener les citoyens des différentes villes de la région à cultiver le vivre ensemble et à accepter les divergences d'opinion pour ensuite pouvoir passer les périodes électorales dans le calme et sans incident.
Sur un tout autre plan ce matin dans notre bulletin matinal, on va parler de la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine au Bénin. Cette campagne est lancée depuis le week-end. Christian, le top a été donné à Bembereke dans le département du Borgou par le ministre en charge de l'agriculture et sa collègue en charge de l'industrie et du commerce. Ceci à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence des autorités politico-administratives de la région ainsi que différents acteurs de la filière coton. Reportage de Jacques Degbé et Ibrahim Bakounouret. La première balle vient d'être... Voilà qui donne le top officiel de la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine au Bénin. Ici, sur le terrain de sport de Kossou à Bembereke, la ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture ont lancé les hostilités. 705 000 tonnes, c'est la production envisagée cette année, contre 766 000 tonnes la campagne écoulée. Une baisse de production qui, selon les acteurs, s'explique par les aléas climatiques. La campagne donc 22-23 a également connu des perturbations pluviométriques, surtout courant le mois de juillet, et notamment dans la partie méridionale où il a été enregistré 58 mm de pluie en 4 jours, contre 121 mm de pluie en 6 jours la campagne précédente. Ainsi, le mois de juillet a été sec, inhabituellement sec, et n'a pas permis la poursuite des semis, induisant ainsi un écart négatif de plus de 50 000 hectares sur les prévisions d'emblavure. Ce lancement consacre ainsi l'ouverture des marchés autogérés de coton graine dans tout le bassin cotonnier. Et l'occasion fut propice au président du Conseil national des égreneurs de rappeler les bonnes pratiques pour une campagne réussie. Récolter le coton graine à temps et de façon échelonnée. Deuxièmement, animer les marchés et assurer les évacuations afin d'éviter les risques de perte de poids, les cas d'incendie et de mouille. Troisièmement, réaliser la commercialisation du coton graine exclusivement à travers le mécanisme mis en place par l'interprofession et éviter la sortie frauduleuse du coton graine. En ce qui concerne les prix d'achat de coton graine aux producteurs, le gouvernement les a revus à la hausse. Ainsi, pour le coton conventionnel de premier choix, le prix d'achat est passé de 265 à 300 francs CFA le kilogramme et de 318 à 360 francs CFA le kilogramme pour le coton biologique de premier choix. Sur une production de 315 000 tonnes de fibres de coton en 2021, c'est environ 1% qui a été transformé au niveau national. La révolution industrielle en marche, qui se manifeste dans la zone économique et spéciale de Glodjibé, permettra d'augmenter cette transformation de 1 à 12,5% à partir de la présente campagne. Preuve du démarrage effectif de la campagne, des camions chargés de coton stationnent déjà au niveau de l'usine de grainage de Bembereke, où plusieurs balles de coton sortent des machines. La troisième phase du programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 3 est entrée dans sa phase opérationnelle. Ce programme dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus agricoles bien sûr, et des acteurs économiques, des femmes ainsi que des jeunes ici au Bénin. Cela a été lancé en fin de semaine à Parakou et cela prend en compte 3 départements, le Borgou, les collines et aussi la Donga. Suivez ici le reportage de Epiphane Chabi et Sokrata Dantone. Après les 2 premières phases du programme Approche communale pour le marché agricole qui ont impacté plusieurs communes des départements du Borgou, de la Donga et des collines, la phase 3 du projet ACMA entre dans sa phase opérationnelle. Ce programme, dont l'objectif est de contribuer à l'accroissement des revenus agricoles des acteurs économiques, notamment des femmes et des jeunes, de ces zones d'intervention, est ainsi lancé. L'objectif de ce programme, c'est d'améliorer le revenu des acteurs. Et ici, les acteurs, ce n'est pas, contrairement à ACMA 2, ce n'est pas seulement les producteurs et productrices, les transformateurs et transformatrices, les commerçants et commerçantes, mais il y a également tous ceux qui sont
dans les unités de transformation, les petites et moyennes entreprises. Devant les maires des communes bénéficiaires, bras opérationnel de la mise en œuvre du programme, le représentant du préfet du Borgou précise qu'il s'agit d'une occasion de valoriser les productions locales et leur transformation à la base. Le programme ACMA est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin à hauteur de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Avec la troisième phase, je suis convaincue que les résultats seront encore meilleurs. C'est sur demande explicite du gouvernement du Bénin que nous essayons de travailler de plus en plus vers le nord, vers les départements ici pour ACMA 3, des collines, du Borgou et de la Donga. Et ce choix procède parce qu'il y a encore beaucoup de terres agricoles un grand potentiel agricole qui peut être valorisé de façon beaucoup plus intensive et intéressante pour les producteurs. La volonté de l'État béninois en matière d'agriculture, c'est de faire en sorte que ce secteur vital relance complètement notre économie. Et toute l'industrie que vous avez sur la place, c'est d'abord des industries de transformation agroalimentaire, de transformation de produits agricoles. Vous avez acquis de l'expérience. Le territoire est devenu 3 fois plus grand que ce que vous aviez. Si sur les petits territoires vous avez fait 100 000, sur un territoire 3 fois plus grand, vous ferez 200 000. Ne réduisez pas les objectifs. Et je vais signer ça avec vous, madame l'ambassadrice, et le prestataire qu'est IFDC. ACMA 3 est mise en œuvre par le consortium dirigé par IFDC avec Quai Bénin Togo et l'Institut Royal des Tropiques. La troisième phase de ce programme capitalise les leçons apprises ainsi que des acquis des 2 premières phases afin de les mettre à contribution pour relever les défis auxquels font face les acteurs agricoles et qui entravent la croissance de ce secteur. C'était ACMA 3 lancé à Parakou. Ici à Cotonou, la 6e réunion du comité régional du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest REDICE s'est refermée en début de week-end dernier. Les représentants des 10 pays bénéficiaires de la CEDEAO et de la Mauritanie aussi ont évalué l'impact de l'initiative dans la maîtrise des épidémies dans la sous-région. Ils ont aussi formulé des recommandations diverses à adopter pour l'amélioration de la mise en œuvre de ce projet. La cérémonie de clôture en son et en images. Les spécialistes de santé publique, humaine et animale et plusieurs autres experts des 10 pays ouest-africains et de la Mauritanie ont 4 jours durant éprouvé les systèmes de santé de la sous-région. C'est la 6e réunion du comité régional de pilotage du projet de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDICE, de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Les acteurs des systèmes de santé ont apprécié les contributions combien efficaces apportées par ce projet aux États à l'épreuve de la pandémie de Covid-19. Appui considérable, retiennent-ils, comme l'ensemble des résultats du REDICE. Au niveau des pays, les 6 premières années du projet ont principalement permis de recruter, former les unités de mise en œuvre, établir les procédures d'exécution et de passation de marché, planifier et mettre en œuvre les activités du projet selon l'approche Une seule santé, renforcer la résilience des pays bénéficiaires face à la pandémie de la COVID-19 et certainement a permis aussi d'atténuer les effets négatifs importants des secteurs socio-économiques. Le Bénin a salué les performances du REDICE. Il loue aussi l'appui de ce projet de l'OAS face à la pandémie mondiale de Covid-19 et réitère son engagement à œuvrer pour l'amélioration des résultats du projet. La lutte contre les épidémies reste un des défis majeurs de l'espace CEDEAO au vu de l'énorme fardeau social et économique que ces épidémies font porter aux pays membres. C'est le cas de la pandémie de la Covid-19 qui n'est malheureusement pas encore complètement terminée. Ceci nous interpelle en tant qu'État membre de la communauté ouest-africaine et nous appelle à mettre en œuvre urgemment nos engagements car malgré les efforts consentis, le risque de survenue des épidémies, crises et urgences sanitaires reste permanent dans nos différents pays et dans notre espace commun. C'est pourquoi le Bénin ne ménagera aucun effort pour porter et accompagner le projet REDICE
à atteindre ces objectifs. Le projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, REDIC, est financé par la Banque mondiale. Magnus Lindlohl a représenté l'institution de Bretton Woods au cours des travaux de cette 6e réunion du comité régional de pilotage du projet tenu à Cotonou. La Commission électorale nationale autonome fait le point des déclarations de candidature pour les législatives de janvier prochain. Sakalafia, président de l'institution, a fait le point des dépôts du processus de dépôt, bien sûr déroulé du 28 octobre au 2 novembre dernier. 8 formations politiques ont déclaré leur candidature. Le bloc républicain seul a satisfait à toutes les exigences. Les autres partis politiques sont repartis avec des récépissés provisoires avant la vérification définitive des pièces pour la liste des partis retenus pour la compétition. Voici le point fait par Sakalafia. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers. À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Voilà, c'était Sakalafia, président de la Sénat, sur le point des déclarations de candidature pour les législatives du 8 janvier prochain. Concertation départementale en prélude à l'installation des points focaux de l'Institut national de la femme. L'étape du littoral a eu lieu en début de week-end à la préfecture de Cotonou. Il s'agit pour l'INF de recueillir des propositions en vue d'une meilleure répartition des points focaux au sein des arrondissements. Teddy Goudalo pour le point. À cette rencontre instaurée par l'Institut national de la femme, des représentants d'organisations de la société civile et des élus locaux. En prélude à l'installation des points focaux de l'INF, cette séance de concertation pour le compte du département du littoral est initiée en vue de recueillir des propositions. Il y a une proposition de répartition qui a été faite
avec le concours du ministère en charge de la décentralisation et de la gouvernance locale que nous allons présenter. Mais c'est vous qui êtes sur le terrain. Vous aurez peut-être des questions à nous poser, vous aurez peut-être des recommandations à nous faire, vous aurez peut-être des propositions de meilleure répartition, de répartition répondant plus peut-être à ce que vous observez au quotidien sur le terrain. Mais nous attendons également de vous que vous nous expliquiez comment vous êtes organisé sur le terrain. Les points focaux, une fois installés, auront un rôle déterminant, celui de prendre en charge des cas de violence basés sur le genre. Une présentation de l'INF dans sa mission, ses attributions principales et ses objectifs spécifiques est faite par Huguette Boukwayankadja, secrétaire exécutive de l'institution. Je ne rate aucune occasion de rappeler que nous sommes tous issus d'une mère, donc d'une femme. Nous avons des sœurs, nous avons des filles, ceux qui n'en ont pas encore en auront. Et donc, c'est vous dire que c'est un combat qui n'épargne personne, c'est un combat qui ne devrait laisser personne indifférent et que nous allons corriger les dysfonctionnements que nos sociétés connaissent sans pour autant basculer dans les excès inverses comme on peut en voir dans d'autres pays où on a confondu la cause de la femme avec un féminisme extrême. L'Institut national de la femme s'est donné le même exercice en parcourant tous les autres départements. Et on finit avec la première édition du Festival national des sports et des loisirs qui s'est achevé hier à Abomey. L'événement est organisé par le ministère des Sports à travers le Fonds de développement des activités de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les hostilités ont commencé vendredi après-midi et ont duré 3 jours. Les précisions dans ce reportage de Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudounou. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs. Le Festival national des sports et loisirs vise à promouvoir le sport et les loisirs comme facteur de développement social et économique. L'événement est porté par le Fonds national pour le développement des activités de la jeunesse, des sports et loisirs. Les manifestations s'étendent sur 3 jours et se déroulent au stade Omnisport d'Abomey. Le Festival national des sports et des loisirs est organisé surtout pour pouvoir présenter aux différentes populations de notre pays, toutes les disciplines sportives qui sont pratiquées au Bénin. Vous savez que quelques-unes disciplines sportives seulement sont connues par le public, par les populations, alors qu'il y a d'autres qui sont pratiquées chez nous et qui font même notre fierté parfois à l'extérieur parce que dans cette discipline, nous réussissons également à gagner des médailles, à remporter des titres. Le conseil d'administration du fonds se réjouit que cela devienne une réalité. Rien qu'à voir le grand parterre de jeunesse qui s'intéresse à la manifestation. La première édition réunit autour des organisateurs à Abomey des athlètes ainsi que des pratiquants de plusieurs autres disciplines. C'est aussi l'occasion offerte aux diverses fédérations pour se faire connaître au public. Le rendez-vous va également permettre à ceux qui désirent pratiquer certaines disciplines de s'informer sur les conditions à remplir, les programmes d'entraînement, puis les dispositions et mesures à prendre. À cette occasion, je voudrais me réjouir de la présence de ce parterre de jeunesse et dire tout notre accompagnement tout au long de leur séjour ici. Dire la joie qui anime toute la population du département du Zou d'avoir accueilli cet événement-là. Bon séjour à vous et plein succès aux activités. Je voudrais inviter tout le public d'Abomey et par-delà du Zou à se régaler parce que nous allons visiter des centres, nous allons regarder et nous régaler parce qu'il y aura, n'est-ce pas, des compétitions, il y aura des expositions, ce que nous n'avons pas l'habitude de voir souvent. Et c'est le lieu de prêter attention et de découvrir les différentes présentations, les différents tableaux qui seront présentés.
À Abomey, le week-end sera non seulement sportif mais aussi festif. Au terme du festival, un point sera fait. De quoi s'inspirer pour améliorer l'organisation des prochains numéros de l'activité. Bonne semaine, Christian. Merci. Très bonne semaine à vous également, William Cliquant. Allez, nous allons poursuivre et cette fois-ci, c'est vrai que ça n'arrive pas tous les temps. Nous aurons à présent la revue des titres avec Wahab Alikpara juste après la pause. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Et voilà, la revue des titres. Les journaux sont quelque peu arrivés en retard dans votre kiosque Wahab. Bonjour. Un peu en retard, Christian, dans des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles. On va se contenter des journaux qui sont présents par ici en attendant que la revue de presse de Asyongbo Kanye Asyongbo vienne nous en dire un peu plus. On va commencer par le quotidien Fraternité qui, comme bon nombre des parutions de ce matin, s'intéresse aux questions politiques, notamment les élections législatives du 8 janvier 2023 et surtout les activités au niveau donc de la Sénat, positionnement sur les listes des partis aux législatives, fortune diverse pour les femmes, regain d'intérêt pour les hommes de Dieu, pour le Parlement et puis les artistes qui s'invitent également dans l'arène politique. Le quotidien Fraternité qui fait un zoom sur les listes du parti Foscoré pour un Bénin émergent et l'Union progressiste, le renouveau et puis dans les colonnes à développer donc sur les listes des trois principaux partis politiques, à savoir l'Union progressiste, le renouveau, le bloc républicain et la Foscoré pour un Bénin émergent. Les femmes sont de nouveau mises au second rang en dehors des 24 sièges à elles réservés. Elles n'ont pas un meilleur positionnement sur la liste dite normale, qu'elles soient ministres, députées sortantes ou leaders à forte popularité. Elles sont pour la plupart, ces femmes donc sont pour la plupart placées sur les positions exclusivement réservées aux femmes. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. À la une du quotidien de service public La Nation, législative 2023, le point des déclarations de candidature. Et puis enseignement maternel et primaire, les avancements d'échelon de 17 881 enseignants apurés. Et puis, il y a de bonnes nouvelles, malgré la baisse de la production. On parle ainsi de la campagne de commercialisation du coton 2022-2023, comme vous avez pu le voir à travers les images projetées tout à l'heure dans le bulletin matinal de William Cliquant. Cette actualité reviendra bien entendu à 11h, à 13h dans le reste de nos éditions. L'événement précis cette fois-ci, liste de candidatures aux législatives de 2023, le dossier du bloc républicain sans aucune erreur, selon le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane. Mais crise de positionnement dans les partis, constate l'événement précis. Et puis maître Adrien Hungbedi qui apaise les militants Union progressiste, le renouveau de la 19e circonscription électorale. Pendant ce temps, le journal donne à lire les candidats du parti Foscoré pour un Bénin émergent, les jeunes du parti qui saluent la dextérité de Paul Humpé. On évolue très rapidement avec le quotidien L'Informateur cette fois-ci. Processus de revalorisation des salaires, les dernières précisions avec le secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement également. Après le dépôt des dossiers pour les législatives, des mécontentements dans les partis politiques, constate le quotidien L'Informateur. On est maintenant à la une du quotidien Palmarès. À la suite de son accord avec l'État du Bénin, vol aux inaugurales du COSER ce 8 novembre. Il faut dire que c'est ce mardi 8 novembre 2022 que la compagnie aérienne COSER déploie ses ailes dans les airs, n'est-ce pas, dans le ciel béninois. Le vol inaugural sera marqué par une cérémonie officielle à laquelle prendront part les membres du gouvernement. Et puis mise en œuvre des dispositions relatives à la
4 de presse au Bénin, le comité de facilitation engage des actions fortes. Communal Info législative de janvier 2023, le journal donne à voir les 16 commandos de l'Union progressiste, le renouveau de l'opération Vaincre ou Péril dans la 6e circonscription électorale. Bien de visages à travers donc cette une du quotidien Communal Info. Victor Tokbanou, le visage du CA central d'Abomey Calavi, de Calavi Centre donc, Brice Fagbemi et son suppléant Jean-Major Zanou, c'est le maire de la commune de Soava, et puis Igor de Godomey, le CA de Godomey. On a l'ancien député qui est également candidat à sa propre succession, si on peut le dire ainsi, Nestor Noutaï, le Sécu, le chef quartier de Zopa, Afissou Samon, Christophe Aïssi de Zinvier et les visages des femmes également, comme vous pouvez le dire, à travers Communal Info. Fouka figure également sur cette liste. Les 4 vérités, cette fois-ci législatives du 8 janvier 2023 dans les 12e, 13e et 8e circonscriptions électorales. David Bangba, Malik Seibou Gomina et Samou Adambi, tête de liste du bloc républicain. Le bloc républicain qui positionne donc des expérimentés respectivement dans la 12e, la 13e et la 8e circonscription électorale pour assurer sa victoire, constate les 4 vérités. Et puis vendredi de l'Académie de la Commission Climat et Environnement, la question des polluants environnementaux en lien avec la santé humaine au cœur des échanges. Matin libre, législative, risque d'exclusion pour défaut de 12 quitus fiscaux. Les démocrates prennent le peuple béninois à témoin. L'implication du chef de l'État et de la société civile demandée. Et puis législative 2023, toujours avec la LEIP, nous n'avons pas fait l'audit. Les troublantes révélations de Jean-Baptiste Elias à trouver dans les colonnes de Matin libre. Le matinal, cette fois-ci, lancement de la campagne 2022-2023 de la commercialisation du coton graine. Les usines d'égrenage tournent déjà 300 francs CFA le kilogramme, un prix d'achat inédit du coton. Et puis, conseil communal ou municipal d'Abomey Calavi, Patrice Oussouguédé, démissionne, nous apprend le matinal. Le leader du jour, après la clôture des déclarations de candidature pour les législatives de janvier 2023, la Sénat engage la procédure de l'étude approfondie des dossiers récoltés. Et puis malgré son absence sur la liste pour les législatives de 2023, l'honorable Léon Bokové prédit la victoire de l'Union progressiste, le renouveau dans la 20e circonscription électorale. Le potentiel qui nous apprend toujours que l'ancien maire Patrice Oussouguédé a déposé sa démission. Nous sommes là au conseil communal d'Abomey Calavi. L'investigateur du jour, positionnement de El Hadj Monsia sur la liste du bloc républicain. La communauté musulmane d'Abomey Calavi remercie le président Patrice Talon et le ministre Abdoulaye Bio-Tchane. Et puis à Avrancourt, un ferrailleur enceinte la nièce de sa femme âgée de 16 ans seulement. Le chasseur info, examen nationaux 2022, 124 candidats composent la phase écrite du master. Et puis, premier séminaire spécial au titre de la rentrée académique 2022-2023. USM Bénin enseigne à ses étudiants des valeurs post-diplôme. Le radar, mardi 8 novembre prochain. Demain donc, l'envolée du Scosser, le vol inaugural de cette compagnie aérienne, marque le démarrage effectif de ses activités en République du Bénin. Nord-Sud quotidien cette fois-ci, restriction du droit de grève, les travailleurs protestent vendredi prochain. Et puis enquête complémentaire sur les secrétaires exécutifs des mairies, une boîte de Pandore ouverte dans la réforme. Décryptage, transport aérien au Bénin, la compagnie Cosser lance son premier vol demain mardi.
L'autre vision pour finir, Christian Dandedjan, dépôt de dossier de candidature, le parti Les Démocrates obtiendra-t-il son récépissé définitif de dépôt de dossier, s'interroge le journal. Et puis annonce des grandes mesures sociales aux travailleurs, Wilfried Léandre Ngbeji demande d'attendre le vote du budget exercice 2023. Les regards désormais tournés vers le Parlement. Voilà, Christian, tout rapide, des parutions ce lundi, essentiellement consacré, si on peut le dire ainsi, à l'actualité au niveau de la Sénat, les dépôts des dossiers au niveau donc des formations politiques, Fraternité qui s'intéresse au positionnement sur les listes des partis en ce qui concerne donc les élections législatives et fait un zoom sur les listes du parti Force Corée pour un Bénin émergent et l'Union progressiste Le Renouveau ce matin. Le journal qui constate également qu'il y a eu de fortunes diverses pour les femmes. Justement, et il faut préciser que les femmes manquent encore à l'appel à l'occasion de ces élections législatives à venir en dehors des 24 places obligatoires réservées à la gente féminine. Elles sont, et il faut le préciser, moins présentes sur les différentes listes de candidatures, ce qu'on appelle les listes normales. Les femmes sont de nouveau mises au second rang et on va en parler tout à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs. Par contre, d'un autre côté, du côté des hommes, on a constaté la présence de bien d'artistes et surtout d'hommes de Dieu, de pasteurs, de fidèles de l'Église qui sont bien positionnés sur certaines listes. On va en parler. Et puis de ce processus électoral qui est en cours. On dira également un mot avec un expert en plateau, Joël Ataï-Guédégbé. Il sera avec nous au forum de discussion. Le forum, ce sera juste après le journal des sports. Il n'y a rien pour stimuler nos émotions comme un bon jeu de sport. Fais la passe. Pourquoi tu ne rentres pas dans la télévision pour lui faire la passe? Et comme dans la vie, tout ce qu'il faudrait, c'est une idée folle pour changer la donne. Et devenir la scène pour votre succès. Okay guys, listen. You have to tighten our defense. You, make sure you pass the ball. C'est ainsi que sont faits les gagnants. Ils ont une chance de dominer le jeu et saisissent cette chance pour prendre leur destin entre leurs propres mains. Êtes-vous prêts à gagner? 1xBet, suivez les leaders. Hakim et Ousseni, bonjour. Christian Dandedjan, mesdames, messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Bienvenue. Les sports, c'est avec vous. Les sports, nous allons parler ce matin football avec bien entendu les rencontres, les dernières disputées comme temps pour la phase de poule de la Champions League version africaine et version féminine. On parlera également des différents championnats disputés ce week-end notamment à leur 14e, 15e, 13e journée avec bien entendu du côté de l'Espagne et bien la dernière rencontre avec son club, je vais parler de Gérard Piqué, sociétaire donc de Football Club de Barcelone. Et puis enfin, semaine handball, c'est bien évidemment à partir de ce matin du côté du hall des Aloisiers Sport de Cotonou va s'agir des play-offs de handball, on dirait un mot là-dessus. Commençons déjà, Christian, par les résultats des rencontres disputées ces dernières 48 heures comme temps pour la 3e journée de la phase de poule de la Champions League version féminine et sur le continent africain. Rencontre disputée dans le groupe A. Résultat, Determine Girls a été battu par Asfa Club par le score de 2-0, c'est bien ce même score qui a sanctionné le face-à-face entre Simba Queens et puis Green Buffaloes, rencontre disputée bien évidemment et comme temps pour la dernière journée de la phase de poule de la Champions League africaine. Dans le groupe B, le tout-puissant Mazembe au niveau des dames a été battu par les Mamelody Sundowns, score de la rencontre 4-0. Pendant ce temps, c'est bien Bayelsa Queens qui a pris le dessus sur Wadi Degla Football Club. La rencontre s'est soldée par le score de 3-0. Au terme de ces rencontres disputées comme temps donc pour la phase de poule, eh bien, on vous propose les classements au niveau de ces deux différents groupes. Dans le groupe A, ainsi que vous pouvez le constater, Asfa Club est leader avec 3 rencontres disputées pour 3 victoires pour un total de 9 points plus 4 au niveau du goal différentiel. 6 points pour Simba Queens SC qui totalise pour 3 rencontres disputées 6 points plus 3 plus 1 en termes de goal différentiel pour 3 points à mettre à l'actif de Greens Buffaloes. Pendant ce temps, pour 3 rencontres disputées, eh bien,
Determine Girls totalise à 0 points avec un goal différentiel de moins 8. Au niveau de la poule B, Mamelodi Descendance reste leader avec 9 points pour un goal différentiel de plus 10. Bayelsa Queens pour 3 rencontres disputées totalise à 6 points plus 4. Tout-Puissant Mazembe, 3 rencontres, 3 points moins 5. Et puis enfin, Wadi Degla FC, comme vous pouvez le constater, 0 points, 3 rencontres disputées avec un goal différentiel de moins 9. Ainsi va donc l'actualité au niveau des dames en ce qui concerne la Champions League, version africaine et version féminine. Sur le vieux continent, ce week-end, on a disputé les rencontres de la 14e journée de la Ligue 1 en France, la 15e du côté de la Premier League, c'est en Angleterre, la 13e, la Bundesliga en Allemagne, et puis la 13e également de la Ligue espagnole du côté de l'Espagne. Pour la 14e journée de la Ligue 1 en France, rencontre disputée déjà à partir de vendredi, Orsay, et puis 3 se sont séparés 2-2, un but partout. À noter la victoire en déplacement de Strasbourg sur Ajaccio, j'allais dire la défaite de Strasbourg en déplacement du côté d'Ajaccio. La rencontre s'est soldée par le score de 4-2. Lens, les 100 et or confortent leur place de dauphin en dominant Angers par le score de 2-1. Les 100 et or étaient en déplacement. Pendant ce temps, le Paris Saint-Germain déroule Saint-Prose devant Lorient. La rencontre s'est soldée par le score de 2-1. Un but partout entre Montpellier et puis Clermont. Nice a dominé le Strasbourg-Brestois par le score d'un but à 0. C'est le même score qui a sanctionné le face-à-face entre le Stade de Reims et puis les Canaries de Nantes. 2-0. Ce sont les Monégasques qui sont imposés en déplacement devant Toulouse. Pendant ce temps, il y a eu le 1 but partout entre Lille et puis le Stade Rennais et puis Marseille. En clôture de cette 14e journée, souffle un tout petit peu en dominant Lyon par le score d'un but à 0. Du côté de l'Angleterre, on va y aller avec les rencontres disputées ce week-end. C'était bien la 15e journée de la Premier League. Leeds United a battu Bournemouth par le score de 4-3. Man City a pris le dessus sur Fulham 2-1. Pendant ce temps, il y a eu le match nul, 2 buts partout entre Nottingham Forest et puis Brentford. Wolves a été battu par Brighton 3-2. Everton chute à domicile devant Leicester 0-2. Arsenal a battu dans le duel londonien les Blues de Chelsea par le score d'un but à 0. Aston Villa et puis Man U ont fait 3-1. Newcastle a fait un bon déplacement dans l'enceinte posée devant Southampton. La rencontre s'est soldée par le score de 4-1. Il y a eu le 1-2 en faveur de Crystal Palace qui était en déplacement pour y affronter West Ham. Pendant ce temps, Tottenham et puis Liverpool ont fait 1-2. Du côté de la Bundesliga, c'est bien en Allemagne. Il y a eu les rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 13e journée. Pour vous, quelques résultats pêle-mêle comme ça. Le Borussia Dortmund a battu Bochum par le score de 3-0. Eintracht Francfort a été dominateur de Augsbourg. La rencontre soldée par le score de 2-1. Pendant ce temps, le Werder Bremen a battu Schalke 04 par le score de 2-1. Le Bayern domine Hertha Berlin par le score de 3-2. L'autre, Berlin Union, a été battu par le Bayern Leverkusen. La rencontre s'est soldée par le score de 5-0. On va maintenant déposer bagage du côté de l'Espagne pour parler de la Ligue espagnole. Comme je vous l'avais fait constater, bien, il y a eu la dernière pour dire le clap de fin pour un ancien de la maison catalane. Il a commencé par le FC Barcelone, grâce à son grand-père, l'a-t-il dit. Il a disputé sa dernière rencontre ce week-end. C'est bien Gerard Piqué qui affrontait Almeria. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0, un clap de fin intéressant pour Gerard Piqué qui a passé la plupart de son temps avec la formation catalane. Et pour ceux qui ont suivi cette rencontre, vous avez vu un peu les hommages qui lui ont été rendus pour service rendu à cette formation catalane. C'est vrai que la fin de saison, j'allais dire la fin de carrière du côté de Barcelone pour Gerard Piqué, ça n'était pas, je dirais, des plus fameuses, mais de toute façon, il a donné et de son âme et de toute son énergie à cette formation catalane. Et entendre, Carlo Ancelotti, c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux que le monde et l'Europe
a connu en ce qui concerne, je dirais, l'expression footballistique sur les aires de jeu. Real Sociedad et puis Valence ont fait un but partout. Le Real Betis et puis Séville également se sont séparés. Un but partout. À suivre aujourd'hui la dernière rencontre de cette 13e journée de la Liga espagnole. Eh bien, le Real Madrid jouera contre le Rayo Vallecano. C'est à partir de 21h. Retour au pays et là on change complètement de discipline pour parler des playoffs dont on a largement donné écho ici sur le plateau d'Actu Matin dans Sport Matin. Bien, à partir de ce lundi jusqu'au 12 novembre 2022, eh bien, vous suivrez les playoffs de la Move Handball Africa. Bien évidemment, les rencontres sont prévues pour commencer à partir de ce lundi. Et vous suivrez tout à l'heure à 10h l'affiche masculine entre Adidja Handball Club et puis à Beau Sport. Juste quelques 2 heures plus tard, vous aurez le face-à-face entre les Flowers CNS Handball Club. C'est bien l'équipe championne en titre au niveau des féminins. Et bien Flowers jouera contre Azo Model. À partir de 12h, toujours les arts et loisirs de Cotonou. Puis à 14h pile poil, vous suivrez également une autre affiche très intéressante et très ouverte qui s'annonce. C'est bien le match entre les Buffles en déplacement qui sont donc à Cotonou pour le compte des playoffs. Les Buffles joueront contre les champions en titre qui, on le veuille ou pas, eh bien, sont en train d'acquérir assez d'expérience, notamment les dernières, c'était à l'occasion du champion d'Afrique des clubs champions qui s'est disputé donc du côté de la Tunisie. Flowers Handball Club version masculine jouera contre les Buffles. La formation amenée par MSC Bio et puis la dernière rencontre au programme de cette première journée des playoffs mettra aux prises ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou Handball Club à Djidja. C'est la formation des militaires qui s'y frottent, s'y piquent. Eh bien, vous avez envie de suivre de beaux spectacles, de belles affiches. Eh bien, faites un peu du temps dans votre agenda et faites un déplacement du côté de Hall des Arts et Loisirs de Cotonou pour suivre donc les rencontres comme temps pour les playoffs. C'est bien, en ce qui concerne le handball, la compétition prendra fin, Christian, si tout va bien, le 12 novembre 2022 et également prévu eh bien assez de surprises à l'occasion donc de ce rendez-vous d'une semaine du côté de Hall des Arts et Loisirs de Cotonou. C'était ce matin, Christian, les sports. Les sports, justement. Et aujourd'hui, il sera procédé au tirage au sort des équipes qui vont s'affronter en février prochain lors des 8e de finale de la Ligue européenne des champions. Vous nous reviendrez demain matin, Hakimé, avec toutes les précisions possibles. Eh bien, restez avec nous. Le moment est venu de disputer en plateau. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ce soir j'ai un rencard avec une bête de meuf. Elle est classée sexy, si classée sexy. Cool Condom. C'est granulé et c'est 3 parfums. Fraise, menthe, banane. Cool. Ton choix, ton avenir. Cool là, si mets ta capi. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
Chaque jour, au Bénin, 2 personnes sont tuées dans des accidents de la circulation. Ces victimes, qui sont des hommes, des femmes et des enfants, se rendant à l'école, en voyage ou à leur travail, ne rentreront plus jamais chez elles, laissant derrière des familles effondrées. Chaque jour au Bénin, 14 autres personnes sont blessées par suite d'accidents de la circulation et parmi elles, plus de 50% ne pourront plus jamais travailler, vivre ou s'amuser comme auparavant. En fin d'année, l'euphorie ou l'anxiété de la transition d'une année à l'autre impacte négativement sur le respect des règles de circulation. Usagers de la route, inversons la tendance. Pour 0 tués et 0 blessés en cette période, respectons les limitations de vitesse prescrites. Pour 50 km/h maximum en agglomération, engageons-nous contre les surcharges, les chargements mixtes et les chargements hors gabarit. Mobilisons-nous contre la conduite sous l'emprise de l'alcool, de la fatigue ou des produits psychotropes. Disons tous ensemble non. Non au stationnement et dépassements dangereux. Contre la distraction en conduite, du fait des téléphones et autres gadgets, disons stop. Pour une fin d'année sans accident, je m'engage. Et toi? Ceci est un message de SCB Lafarge Bénin et du Centre national de sécurité routière. Dans 2 petites minutes, il sera 8h. Nous sommes en direct sur Canal 3 Bénin Actu Matin, le rendez-vous de l'information et de la discussion. Et en plateau, moi, Nanian Bossou, bonjour. Bonjour, Christian Dalijan. Bienvenue. Bonjour, Joël Ataïguédégui. Bonjour, M. Dalijan. Merci d'être là, Akime Oussini, Wakhabali Para. Eh bien, nous allons parler politique puisque nous sommes lundi et on continuera d'élaborer autour des législatives du 8 janvier 2023. Les jours se comptent désormais et lorsqu'on s'appelle la Sénat, eh bien, on met les bouchées doubles pour une parfaite organisation de ces élections. Le vendredi dernier, le président de la Sénat a présenté le point de la réception des dossiers de déclaration de candidature des formations politiques. On rappelle que ça fait au total 8 partis politiques qui se sont fait enregistrer. Je vous propose de revivre les propos de Saka Lafia, président de la Sénat. Le 2 novembre 2022, avant minuit, heure de la clôture de la réception des déclarations de candidature, 8 partis politiques étaient effectivement présents dans l'enceinte de la Sénat pour le dépôt de leur déclaration de candidature. Il s'agit, dans l'ordre d'arrivée, 1. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 2. Union progressiste Le Renouveau. 3. Bloc républicain. 4. Nouvelle force nationale. 5. Des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. 6. Les démocrates. 7. Mouvement populaire de libération. 8. Union démocratique pour un Bénin nouveau. Au total, à cette phase du processus électoral, la Sénat a enregistré 8 listes de candidatures. Chacun de ces partis a déposé le nombre de dossiers exigés par le Code électoral, soit 218 dossiers décomposés comme suit. 109 dossiers de candidature titulaires, dont 24 exclusivement réservés aux femmes et 109 dossiers de candidature suppléants, dont 24 également exclusivement dédiés aux femmes. À l'issue de la vérification prescrite à cette étape, et toujours conformément aux dispositions du Code électoral, nous avons délivré à chacune de ces formations politiques le récépissé provisoire devant constater la réception de leur dossier. En pièces jointes à chacun de ces 8 récépissés provisoires délivrés a été annexé un rapport de complétude. Ce rapport précise les pièces manquantes aux différents dossiers. Dès aujourd'hui, il sera procédé et dans toutes les prochaines heures à l'étude au fond des dossiers.
À l'issue de cet examen approfondi des dossiers, il sera notifié à chaque parti politique les insuffisances constatées dans la déclaration de candidature qu'il a déposée. Ces partis disposent de 72 heures ouvrables à compter de la date de notification pour compléter les pièces manquantes et remédier aux autres défaillances de leur dossier. Et voilà, c'était là les propos de Sakalafia, président de la Commission électorale nationale autonome. Oui, chers messieurs, 8 partis politiques ont donc manifesté le désir de participer aux élections législatives du 8 janvier 2023. Et à l'exception du parti Bloc républicain, il faut préciser que tous les autres partis politiques, au total 7, sont repartis avec une liste d'observation suite au dépôt de dossier de leur candidature. C'est dire qu'à la Sénat, tout le dispositif est véritablement mis en place pour faire respecter, je dirais scrupuleusement, les prescriptions du code électoral. Hakimi Ousseni. Mais c'est exact, cela ne pouvait pas naître autrement. La Sénat ne fonctionne pas avec des envies personnelles, c'est la loi. Et donc, du coup, on va aux élections législatives. Il faut remplir les formalités en la matière. C'est comme si vous allez, par exemple, à la direction des examens concours, aussi bien au niveau du primaire que secondaire, ou bien au niveau du DOB, et vous espérez que le DOB ne puisse pas faire respecter, je dirais, tous les éléments qui concourent à valider votre candidature pour le compte des examens de fin d'année. Et donc, je crois que c'est juste un niveau supérieur. Cette fois-ci, nous sommes au niveau donc, des élections. Et il est de bon temps que la Sénat, avec toute son équipe, travaille à faire respecter, je dirais, tous les documents qui entrent en ligne de compte en ce qui concerne la validation des dossiers de candidature. Si une pièce manque, eh bien, on vous fait constater que la pièce manque. Vous avez quelques heures pour les compléter. Et vous faites bien de faire remarquer que ce deux, à la clôture donc, du dépôt des dossiers, eh bien, le Bloc républicain s'est montré, je dirais, beaucoup plus en règle que les autres formations politiques. Jusqu'à on élève la force de l'expérience, peut-être. Bien possible, pas parce que les autres n'ont pas forcément l'expérience, mais c'est que, bien, il y a un travail peut-être méticuleux, un travail de soin qui a été fait. Et donc, je crois qu'il faut saluer déjà cette manière de faire du Bloc républicain. Si les autres l'avaient fait, certainement qu'on ne parlerait pas, je dirais, en ce moment, de dossiers à compléter. Bref, c'est un exemple à suivre. Et quand il y a des trains qui viennent à l'heure, il faut les saluer. Ce train du Bloc républicain mérite d'être salué et qu'on demande aux autres aussi d'aller à l'école du Bloc républicain. C'est pas trop demandé. Si le Bloc républicain a réussi donc à avoir un sans faute à l'occasion du dépôt, ça veut dire que les autres aussi pouvaient avoir un sans faute. Néanmoins, la loi a prévu que, eh bien, quand il y a des choses qui manquent, il y a des pièces qui manquent, eh bien, on vous les notifie et vous avez 72 heures pour les compléter. Pour le moment, je crois que la Sénat déroule son agenda, le processus est mis en branle et on verra petitement, eh bien, chaque chose sera à sa place, histoire à ce que, eh bien, le 8 janvier prochain, que nous ayons, comme nous le souhaitons de tous les vœux ici sur le plateau, des élections inclusives, des moments de fête, comme on en a l'habitude d'en connaître, et qu'à l'arrivée, eh bien, l'offre qui sera vendue sur le terrain, parce qu'on aura 2 semaines de campagne électorale, bien entendu, que l'offre convainc ou ne convainc pas, c'est que le 8, eh bien, on aura les élections, on aura d'autres honorables députés à l'Assemblée nationale, peut-être certains des anciens revenus, certains des nouveaux, bien évidemment, présents à l'Assemblée nationale, et puis ça va poursuivre, ça va se poursuivre. Vous avez cité un certain nombre d'acteurs. On reviendra tout à l'heure pour voir un peu la présentation des différentes listes de candidatures. Wahab Ali Para, le déroulement du processus au niveau de la commission électorale, la sérénité, en tout cas, pour l'instant, la Sénat fait montre de sérénité. Et quand vous suivez même son président dans sa prise de parole, on sent quand même que tout a été méticuleusement bien préparé. Oui, tout a été méticuleusement bien préparé et moi je voudrais m'en tenir un peu à la journée du 28, par exemple, où le membre de la Cour constitutionnelle, je crois bien c'était le 27 ou le 28, où les membres de la Cour constitutionnelle ont fait un déplacement donc au niveau de la Sénat pour voir comment le travail se déroulait. Et il y a eu une explication et ça je salue
le membre de la Sénat qui a été de façon magistrale à expliquer à tout un chacun comment les choses vont se dérouler. Et donc, quand on a entendu Saka Lafia depuis avant-hier expliquer après la réception des dossiers des différents partis politiques, ce qui en est, le résultat à mi-parcours, il y a de quoi dire que vraiment il y a une certaine sérénité au niveau de la Sénat et une certaine célérité également dans le traitement des dossiers. Ce qui est heureux, c'est que Saka Lafia n'a pas dit le contraire de ce que les formations politiques elles-mêmes avaient déjà dit, parce que certains responsables de ces formations politiques avaient reconnu qu'il y a des pièces qui manquent dans leur dossier. Quand vous avez écouté par exemple Orden Aladati qui a parlé au nom du parti Union Progressiste Le Renouveau, il reconnaissait déjà que certains de leurs candidats positionnés, dont les dossiers ont été déposés le jour où il parlait, n'est-ce pas, manquaient de quitus fiscal. Chez certains, il manque des CIP, des certificats d'identification personnelle. C'est-à-dire que des pièces exigées, certains n'avaient pas rempli toutes ces conditions. Et il espérait, n'est-ce pas, que les structures chargées de délivrer ces pièces puissent les accompagner dans la célérité qu'il faut, de manière à ce que, une fois que la Sénat va leur notifier les pièces manquantes, qu'ils puissent vraiment les retourner. La loi a prévu le dernier délai de dépôt de dossier. La loi a également prévu, n'est-ce pas, la possibilité de corriger si correction il y a. Et c'est ce qui est, c'est vrai, le Bloc républicain sentit comme bon élève, n'est-ce pas, ayant déposé tous ces dossiers, toutes ces pièces en règle. On verra ce qu'il en sera pour les autres formations politiques auxquelles la Sénat aura à clairement notifier. Je pense, si je m'en tiens à ce que Herman nous avait lu dans le code électoral, je crois on dispose de 72 heures après notification par la Sénat au parti politique. Le parti donc dispose de 72 heures pour insérer les corrections qu'il faut. On va attendre, voir de quoi cela retourne en ce qui concerne donc les 7 autres partis. Ce matin, oui, Herman Anyamboussou, sur le déroulement du processus. L'autre étape qui est franchie. Je pense que le calendrier établi par la Sénat, c'est un calendrier qui est respecté. Les dossiers de candidature ont été déposés à temps par les partis politiques. Même s'ils ont attendu le dernier jour pour se bousculer auprès de la Sénat, je pense que c'est désormais un fait dans notre vie politique. La Sénat attend demain qu'on lui donne la liste, la réception officielle de la liste électorale, la LEI, et donc qui actuellement est en train d'être confectionnée du côté de la NIB. Je pense que tout se passe très bien. Sur les 8 partis politiques, il y en a un qui a montré quand même une certaine force d'expérience, qui a fait en sorte que le travail soit irréprochable, c'est le Bloc républicain. Je pense que des partis politiques auraient pu également travailler à ce qu'on n'ait pas trop de choses à leur faire corriger dans ce qu'ils ont déposé comme dossier. Mais bon, ça fait 7 partis politiques qui ont donc eu, je crois, une liste de complétude, d'après ce que le président de la Sénat a dit. Toujours est-il qu'on attend. Les 112 heures c'est 112 heures ouvrables. Le week-end ne fait donc pas partie. Et donc, pour compléter les listes, afin qu'on puisse savoir clairement qui fera partie de cette élection. Parce que tant qu'on n'a pas la liste exhaustive des partis politiques qui prennent part à ces élections, ça peut faire biaiser un peu les analyses sur les figures qui feront ces élections et tout. Voilà. Alors, les jours se décomptent. Et au niveau des états-majors des partis politiques, certainement qu'on sait déjà à quel niveau il y a des insuffisances qui seront certainement relevées et notifiées par la Commission électorale nationale autonome. On connaît le délai qu'il faudra pour répondre donc aux exigences, aux notifications, afin d'apporter les réponses favorables pour se donner une chance d'obtenir le récépissé définitif. Joël Ataï-Guédégbé, vous avez un regard sur tout ce qui se passe. Quelles sont déjà vos observations après cette étape de déclaration de candidature à la Sénat? Non, on est toujours à l'étape de déclaration, comme Herman l'a dit. Donc il y a un ensemble de pièces ou d'étapes, de sous-étapes en tout cas à franchir pour boucler définitivement la dite étape. Je compléterai juste Herman Anyamboussou en disant que malgré ce que la Sénat aurait fait, il est possible qu'il y ait un contentieux. Et donc la loi a de toute façon prévu des voies de recours
pour statuer sur ces situations. La Cour constitutionnelle, en l'espèce, donc, est fondée éventuellement à trouver à redire sur telle liste suite à des recours qui lui parviendraient. Gageons que cela nous élève et que ce ne soit pas de folles recours. De toute façon, la haute juridiction sera tranchée, le cas échéant. Donc, justice devrait pouvoir être rendue à tout un chacun selon son dû. Et donc, l'un dans l'autre, l'électorat finira par être fixé très rapidement. Je crois qu'après la validation par la Sénat, la Cour constitutionnelle, de toute façon, n'a qu'à 5 jours pour vider les recours. Donc après, il n'y aura plus de supputation, place réellement à la découverte des candidats, des stratégies mises en place pour arracher le plus de sièges possible. J'ajouterai quand même qu'il y a 2-3 points de satisfaction et un début de pluralisme manifeste avec la diversité des origines ou des orientations des partis qui se présentent. Je ne fais pas mienne l'idée que la disposition de la Constitution limitant à 3 le nombre de mandats commence à être mise en œuvre maintenant. C'est peut-être une tendance de l'opinion, c'est peut-être l'impatience de certains, du haut toit que je m'y mette, qui amène à pousser dans ce sens-là. Et donc rien n'oblige les partis, rien n'obligeait les partis donc à tenir compte de ça pour l'instant. Donc ça peut agacer de voir qu'il y a quelques caciques qui reviennent, mais bon, c'est de bonne guerre. Et puis enfin, on s'attend quand même à ce que, sous réserve de la découverte des listes, on s'attend à un sérieux renouvellement des candidatures, des prétentions, et donc on espère également de l'offre que vont porter les uns et les autres. Il y a eu des positionnements relativement surprenants. Justement, on va y revenir tout à l'heure. En discuter. D'accord. Puisque vous êtes... mention spéciale quand même aux organes de gestion des élections. La Sénat, on l'a dit suffisamment, et l'ANIP également, dont j'espère qu'à 24 heures de l'échéance finale, elle ne va pas trébucher. Et donc, grosso modo, je crois que le travail fait par ces 2 organes rencontre l'assentiment des acteurs et rassure, à mon avis. L'autre étape, c'est justement ça, la remise, la transmission de la liste à la commission électorale. Est-ce que vous... Oui. Parlant de la transmission, parce que quoique c'est un fait important sur lequel il va falloir qu'on mette l'accent, Joël en est d'ailleurs un acteur à propos. Vous voyez les supputations qu'il y a eu autour de la confection de cette liste-là, et la demande ou les demandes pressantes que nous avons eues dans l'opinion ont reçu un écho favorable auprès donc de cette structure conduite par le docteur Cyril Gougbedi. Ça n'était pas gagné d'avance. Il y avait eu tellement de clichés vis-à-vis donc de cette structure. Le fait d'accéder à l'audit de cet outil apporte la preuve à suffisance que un travail, je dirais, de citoyenneté a été fait au niveau donc de ces structures. Toutes les structures ayant la possibilité d'apporter un plus à la crédibilité de cet instrument ont été mises à profit. La société civile, les partis politiques. J'ai d'ailleurs entendu Alain Adiou qui est allé de son commentaire en ce qui concerne cet exercice, je dirais, d'audit de cet outil-là. La preuve que bien aujourd'hui, toutes les formations politiques se retrouvent dans le document qui sera déposé, qui sera déposé officiellement demain. Et ça, c'était une étape très très importante en ce qui concerne le processus électoral. Quand c'est biaisé, vous savez un peu de quoi cela a retourné par le passé avec, je dirais, les vocables et les vocabulaires à nous, l'épi Baclé selon que c'est Bako, l'épi Sakaye selon que c'est Sakalafia, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, au moins on ne dira pas que c'est l'épi Cyrilé ou bien l'épi machin. On a eu la chance d'avoir, je dirais, les acteurs impliqués qui ont audité l'outil. C'est vrai qu'il n'y a pas d'œuvre humaine totalement parfaite, mais tout au moins en ce qui concerne ces élections à venir, il y a eu, je dirais, une certaine unanimité qui a été faite autour de l'instrument. Et ça, de l'instrument, j'allais dire, ça c'est à saluer, c'est à mettre à l'actif de Cyril. Le sens d'écoute est très très important dans ce processus qui reste un processus très très capital, un processus très très intéressant. Donc franchement, les lauriers, comme Joël l'a fait à la Sénat, d'accord, mais à la NIP qui franchement a fait un travail. Allez-y. Je voudrais renforcer ce que Hakimi disait à propos
du sens de l'écoute, de l'effort qu'il faut faire constamment en processus électoral pour mettre en place des mesures de confiance. Il n'y a que ça qui rassure, qui assure la participation optimale des uns et des autres, malgré la défectuosité des instruments, des lois, malgré les critiques qu'on pourrait apporter à tel ou tel aspect de la chose. Donc, le consensus doit se construire au fur et à mesure avec la bonne volonté des uns et des autres pour ne pas trop tirer sur la corde. Et l'exemple donné par M. Cyril Gougbedji à la tête de l'ANIP est à saluer. La Sénat est en train de prendre le relais. Gageons que cet esprit continue de présider à la conduite du processus et que la Cour également donne la pleine mesure de ce qu'elle sera, un juge impartial, rassurant pour toutes les parties. Alors, la dernière semaine, oui, vous voulez vous prononcer là-dessus? Oui, sur la question de la compétence de la Cour constitutionnelle, je sais bien que Joël Ateguedegbe nous en donne aujourd'hui la bonne version, oui. Parce que l'article 43 du Code électoral est un peu évasif en disant le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est motivé. La décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente. C'est-à-dire on jette ça comme ça, alors même que l'article 117 nouveau sur la Cour constitutionnelle dit que la Cour statue sur le contentieux électoral et tout. Donc, est-ce que déjà à cette étape-ci, est-ce que c'est la Cour constitutionnelle qui va connaître de cette compétence-là? Est-ce qu'il faut attendre qu'on aille aux élections, qu'il y ait des contestations pour que la Cour constitutionnelle soit saisie? Je pense qu'à ce niveau, il y a un flou dans ma tête. Non, on vous écoute. Il faut retenir, c'est que le processus électoral est en plusieurs étapes. Et chaque étape fait relativement l'objet de validation pour fixer les images. Donc, parlant de candidature, il y a une validation qui va se faire. Si on ne trouve pas à redire, on continue. Et s'il y a à redire, il y a voie de recours. Il y a des voies de recours offertes 48 heures après la notification par la Sénat. Les partis ou les candidats peuvent se pourvoir devant la Cour constitutionnelle qui, elle, a 5 jours pour vider le contentieux. Et après, on passe à autre chose. On ne revient plus sur ça. Et à la notable exception prête, et je vais dans le sens d'Herman Anyamosu, dans ce sens-là, dans le cadre des législatives, on peut remettre en cause même l'élection d'un député installé. Et ça peut choquer, mais c'est ainsi que le veut et le code électoral du Bénin et la loi organique de la Sénat, l'un dans l'autre. Donc, même un député qui aurait été reconnu par la Cour constitutionnelle comme élu peut par la suite être déchu de son mandat. Et on a déjà eu le cas en 1995. Par exemple, les questions on a beaucoup parlé de certificats de résidence, de quitus fiscal, mais peut-être qu'une autre question va s'inviter dans le débat sur la résidence exigible des candidats à la députation 1 an avant l'élection. Donc, il faut s'assurer que tous les candidats remplissent effectivement cette condition. Sinon, c'est une cause d'annulation. Je précise que la résidence, c'est sur le territoire national. Oui, c'est pas forcément dans la circonscription où on est candidat. Non, c'est pas dans la circonscription. C'est vrai qu'il y a eu aussi un peu de tumulte autour de ces différentes pièces-là. Depuis que la Sénat a bouclé le dépôt des dossiers, on a senti que ça s'est abaissé. Est-ce que, à un moment donné, les différents acteurs qui se plaignaient du fait de n'avoir pas reçu ces pièces-là sont déjà satisfaits? Bon, on peut l'espérer ainsi, on peut le dire ainsi parce que... Nous avons vu certains acteurs qui avaient dénoncé le fait, mais par la suite sont revenus nous dire que, écoutez, ça commence à sortir. Oui, ça a commencé à sortir parce que, effectivement, on a fait le débat sur la question ici. On a également écouté et entendu les acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui se plaignaient de la délivrance de telles pièces relevant donc des chefs quartiers ou des chefs d'arrondissement. Et moi, je vous parlais de ce que, à des endroits donnés, il n'y a pas une certaine uniformité, n'est-ce pas, au niveau de ces pièces-là, la question du certificat de résidence. Il y a des zones où les certificats de résidence n'ont pas de numéro. Donc, ça pose un véritable problème si tu dois présenter un certificat de résidence délivré par un chef quartier ou un chef d'arrondissement, alors que ce certificat-là n'a pas de numéro pour que, à la fin, tu sois répertorié. Mais
de toutes les façons, l'accalmie qu'on a notée après le dépôt des dossiers, on peut l'assimiler au fait que peut-être à un moment donné, soit ces acteurs politiques ont décidé peut-être de remplacer les choses comme l'a fait le parti Foscori pour un Bénin émergent. On a entendu Idrissou Bako qui a dit qu'à un moment donné, concernant par exemple les questions de quitus fiscaux et autres, les acteurs, les membres du parti n'étant pas en règle, on a été obligé de faire sans eux parce qu'il y a des pièces de rechange. Il fallait tout faire pour être en règle vis-à-vis du code électoral, vis-à-vis des exigences de la Sénat, et puis ils ont travaillé à cet effet. Maintenant, pour revenir très rapidement à la question de la liste électorale que va transmettre bientôt l'équipe de Cyril Gougbedji à la Sénat, il faut saluer dont a fait preuve le docteur Cyril Gougbedji, donc dont a fait preuve l'ANIP en direction des acteurs politiques, des médias et même de la société civile, parce que quand on travaille un peu dans l'obscurité, on travaille dans un cercle beaucoup trop fermé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ANIP, n'est-ce pas, est déjà taxée du fait que c'est une structure de l'État et qui n'a pas en son sein des membres de l'opposition pour vérifier le travail qui est fait. Mais de toutes les façons, quand un travail est fait, on vient présenter le résultat aux différents acteurs, l'opposition, les partis politiques, la société civile, les médias qui sont souvent sur le terrain pour couvrir l'événement. Donc, ça permet de voir chacun s'impliquer dedans. Je crois qu'il y a de petites erreurs qui se sont glissées par moment, mais on dit, seul celui qui ne fait rien ne se trompe jamais. Et l'œuvre humaine est toujours à voir et à revoir. On va espérer quand la liste sera transmise à la Sénat, la suite du processus. Et on verra les déclarations qui vont suivre également. Alors, un autre pan de nos analyses ce matin, 8 partis politiques qui ont déposé leur dossier. Et donc, 8 listes de candidatures au niveau de la Sénat. Nous sommes tombés sur certaines listes que nous avons feuilletées, fouillées de fond en comble. Des surprises, vous en avez constaté, Joël Ataï-Guédéoué? Aucune. Il y a eu des absents sur les listes. Nous avons vu également les entrées. Parlons justement de ces absents-là. Oui, disons que c'est le Bloc républicain qui nous donne déjà à connaître un peu de la structure de sa liste. Mais voyez-vous, il faut se méfier de ce que les acteurs également disent. Quand le Bloc républicain dit qu'il a positionné 30% de femmes, est-ce que ça comprend les 24 femmes déjà acquises là? Et puis c'est 30% ou 28%? Voilà, oui, donc et donc au-delà des 24, est-ce que le reste est réellement en situation d'être éligible? Les jeunes, c'est la même question que je pose. Est-ce que ce sont juste des suppléants? Est-ce que c'est des bouches-trous? Sauf injure aux autres. Enfin, est-ce que voilà, les gens sont réellement positionnés pour le combat, pour l'emporter. Et donc on s'attend à avoir également au niveau des autres partis des jeux comme ceux-là et déterminer finalement la logique qui sous-tend la présentation de ces candidatures. Il y a des vieux briscards qui sont sur le départ, mais il y en a qui se maintiennent et il en faut probablement pour tenir la baraque malgré le poids des mandats. Et forcément, on voit presque tous les chefs de parti positionnés prendre le départ. Et je crois que le nom m'échappe, mais parfois, c'est pas parce qu'on est chef de parti, c'est pas parce qu'on est un poids lourd qu'on est forcément tête de liste. Et il faut saluer les partis qui ont fait l'effort de déclasser des poids lourds, de les mettre un peu en retrait, et pour qu'ils mouillent le maillot. Parce que souvent, autrement, être en tête de liste, c'est pratiquement avoir déjà élection gagnée, et quand on a bien dessiné les choses. Et donc, le débat interne dans les partis va être de plus en plus vif. Et on va voir dans quel sens les arbitrages ont été faits. Oui. Et en fait, c'est ça la curiosité. Quand vous voyez, il y a certains qui sont laissés sur le carreau et qui, dans les régions, sont qualifiés de vieux briscards politiques, d'acteurs politiques de poids lourds, mais qui ne sont pas sur la liste. On se pose la question, et c'est la question qui a été posée, est-ce qu'ils seront sur le chantier politique
est-ce qu'ils vont mouiller le maillot pour les autres? Parce qu'ils ne sont pas là. Non, je crois qu'ils ont intérêt à mouiller le maillot pour les autres. Parce que ce qu'on attend de la réforme du système partisan, n'est-ce pas, c'est la force aux partis et non la force aux individus. Certes, de nos discussions ici, on en est arrivé à souligner combien l'absence d'un ténor, l'absence d'une identité sur une liste peut décourager, avoir des impacts au sein des populations qui diront, écoute, celui que nous connaissons, c'est telle personne, mais on ne l'a pas vu sur la liste, il n'y a plus d'intérêt à voter pour cette liste. Donc, ça peut créer une certaine démobilisation au niveau des populations. Donc, l'intérêt maintenant, c'est comment le parti communique au sein de la population, comment l'acteur politique lui-même qui ne se qualifiait de vieux briscard, de vieux routier, de vieux routier, de ténor, de tout ce que vous voulez, n'est-ce pas, comment lui-même il communique au sein de sa base de manière à ce que la base comprenne que l'intérêt et l'avantage c'est le parti. Parce qu'il y a une forme de récapitulatif que les formations politiques feront. Parce que Hakim, par exemple, n'a pas été positionné dans sa circonscription électorale et a refusé de travailler, quel est le résultat que son parti a donné dans la circonscription électorale. Donc, ça permet également d'apprécier le travail qui est fait. Et quand vous mouillez le maillot, ça se sent. Hein, si vous êtes, bien connu dans votre circonscription électorale, mais parce que vous êtes absent, vous restez les bras croisés. Parce que par le passé, on a même noté des acteurs politiques, parce qu'ils ne t'ont pas positionné sur des listes, ont travaillé à créer de la démobilisation au sein de leur circonscription électorale au profit d'un autre parti carrément. Donc à ce niveau, ma foi, ça pose un véritable problème. Il faudrait déjà s'attarder sur les transferts ratés. Ah oui. On sent que certains n'ont pas pu prendre le départ, alors que toute la manœuvre était manifestement destinée à ça. Donc c'est vraiment les premières déceptions. On a quel intérêt à travailler pour, je ne sais pas, des listes quand on sait qu'on n'est pas en jeu? L'intérêt qu'on a à travailler pour les autres, c'est l'intérêt que les autres ont eu à travailler pour vous. Parce que pour les communales, par exemple, de 2000, pour les législatives de 2019, il y en a qui s'attendaient logiquement à ce que Patrice Talon, une fois arrivé, puisse balayer certaines classes et rester. Ils n'ont pas été positionnés, ils ont travaillé pour que ceux-là soient élus et qu'ils soient pratiquement en fin de mandat. Pour les communales également, et quand j'en parle, je pense comme ça là, à un certain Bernard Rouimbo, qui se voyait déjà, ayant raté l'opportunité des législatives, il s'est dit, bon, pour les communales, je vais être positionné. Il ne l'a pas été. Mais il est allé sur le terrain, il a travaillé, on a couvert ce reportage ici à Canal. Maintenant qu'il est positionné tête de liste dans sa circonscription électorale, je pense que bon, pour moi, c'est Dieu. Ils doivent travailler pour lui aujourd'hui, parce que justement, nous sommes dans un système aujourd'hui où, bon, en fait, quand vous voyez déjà les positionnements, les différents attelages, vous vous demandez comment l'euro a pu positionner certaines personnes. Des gens qui étaient connus, qui étaient inconnus. Oui, c'est pas l'euro. Quand on dit l'euro, je parle de tous ces secrétariats, de l'exécutif national, secrétariat, l'euro, je parle du comité, quoi. Comment le comité a réussi à dénicher des gens pour le dire, c'est vous que nous voulons avoir à la tête. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. En dehors de tout ce que nous voyons ici, il y a un travail qui est fait, et l'autre a souvent dit qu'il y a forcément le comité qui a un service de renseignement qui lui permet de positionner, qui doit positionner. Donc je pense que l'un mis dans l'autre pour ma part, et quand vous parlez des femmes, quand on prend la 15e et la 16e électorale, le bien n'a positionné que des femmes tête de liste. Vous voyez, dans d'autres communes également, c'est des jeunes. Et à Calavi aussi, par exemple, il y a des positionnements. Je pense que pour ma part, c'est pourquoi je dis, j'attends qu'on ait une liste, qu'on ait la liste exhaustive des partis. Et comme ça, on pourra dire qui peut faire quoi et pourquoi et comment. Voilà. Liste exhaustive, nous les aurons certainement, mais nous avons quand même une bonne partie de ce que c'est que le positionnement au niveau des différentes formations politiques de façon très officielle. Le Bloc républicain, bien évidemment, parce que, pas de notification particulière faite à cette formation politique. De toute évidence, c'est un moment aussi de casse-tête et de choix des mots pour les responsables de partis politiques. Le BR a anticipé, avant le dépôt des dossiers, en expliquant le processus de désignation des différents candidats sur la liste. On a parlé d'abord du présidium qui a fait un travail d'abord de premier choix
Et ensuite, la direction exécutive nationale a essayé, en tenant compte d'un certain nombre de critères. Avant le présidium, il faut parler de concertation avec les militants. Tout à fait. Donc, à un moment donné, on a tenu compte de certains critères qui ont été mis en place, critères de loyauté, critères de fidélité, critères de militantisme, critères de représentativité. Critères de probité. Et donc, tout ça sont des choses qui ont été, mises à profit pour la désignation. Ce exercice a commencé par être fait depuis hier à travers une lettre qui a été adressée donc aux militants et sympathisants du parti l'Union progressiste Le Renouveau par l'entremise de son président, professeur Joseph Diagbounou, parce que également après la publication des listes telles que certains l'ont eu en attendant d'être officialisées, c'est qu'il y a des grincements de dents par endroit, il y a des moments de satisfaction, des expressions de satisfaction pour certains, parce que pour eux, eh bien, c'est déjà une victoire de gagner. Quand on a lu la lettre de Joseph Diagbounou, c'est qu'on met l'accent beaucoup plus sur, je dirais, les insatisfactions. Parce que eh bien, c'est à ce niveau qu'il faut trouver le mot juste pour faire rappeler à chacun de quoi retourne, je dirais, le positionnement et quelle est la vision à partager du parti. Et c'est à ce niveau que, comme l'a dit certainement Wahab tout à l'heure, eh bien, on met beaucoup plus aujourd'hui le critère parti devant. En fait, c'est l'élément le plus important qu'on met. Ce n'est pas le critère personnalité positionné qui pose problème, mais quel est l'idéal du parti. Si les personnes qui ont été positionnées incarnent un certain idéal du parti, c'est qu'il faut faire avec, dans l'espoir que, eh bien, au fur et à mesure qu'on évolue, eh bien, qu'on puisse savoir à quelle hauteur on satisfait les militants et sympathisants du parti. Et en termes de satisfaction, Eman fait bien de répondre de façon très simple à votre question en ce qui concerne, eh bien, quel intérêt a-t-on à travailler pour les autres? Eman a dit, eh bien, l'intérêt que vous avez eu à voir les autres travailler pour vous hier, c'est de ce même intérêt que vous êtes obligé aujourd'hui de travailler pour les autres. Il y a des exemples très éloquents. Je ne sais pas si ça a été choisi à dessein par Eman. Vous voyez dans la 15e et dans la 16e, les deux femmes qui ont été positionnées pour conduire la liste du Bloc républicain n'étaient pas bien positionnées à l'occasion des législatives dernières. Je prends l'exemple de Chantal Ali, elle n'était pas tête de liste du Bloc républicain. Pas du tout. Pas du tout. Mais alors, elle a travaillé pour que le parti puisse décrocher le nombre de sièges au point où elle a été élue députée. Elle a siégé au nom du parti Bloc républicain. Chemin faisant, c'est qu'elle a poursuivi encore son travail sur le terrain et des éléments ont été découverts en elle au point d'ailleurs que la commission et la Fédération de football lui a fait appel pour conduire la commission de football féminin. Et aujourd'hui, en termes, je dirais, d'élaboration sur le terrain, il y a des résultats à mettre à l'actif de cette dame. Et quand on remonte maintenant dans la 15e circonscription électorale, Christian Dandédian, vous prenez Alimatou Bada. Elle n'était pas titulaire, elle était suppléante du député en cours en ce moment. Je veux parler de Kader, Madame Assi. Aujourd'hui, vous voyez, pour le combat qu'elle a mené au niveau de ce parti, elle n'a pas été découragée parce qu'elle n'était pas titulaire. Donc, elle a été mise au niveau du CNCB, remerciée par la suite, mais pourtant, elle a poursuivi par travailler. Aujourd'hui, eh bien, ce sont ces deux dames. Ça doit être un peu au niveau de la 15e. Mais ça devait être comme ça. C'est-à-dire, je crois qu'il vaut mieux que en public, lorsque vous les écoutez, bon, ils vous disent que oui, il n'y a pas de problème, on va mouiller le maillot, on va travailler pour les autres. Mais si vous le faites, comme vous-même vous l'avez dit, ça va se sentir. Oui. Si vous ne l'avez pas fait, ça va se sentir. Le moment venu, s'il faut tenir compte de la loyauté, du militantisme, de l'engagement de chacun, c'est qu'il y a des baromètres qui permettront de savoir si réellement en son temps vous vous êtes engagé. Donc je crois que ceux qui n'ont pas eu la chance d'être positionnés vont continuer à travailler pour l'idéal du parti, dans l'espoir que, eh bien, ce n'est pas que la députation seule qui constitue, je dirais, des primes de reconnaissance au niveau des formations politiques. Il y a bien d'autres... et si c'est que pour la députation, on peut travailler pour les autres aujourd'hui, patienter, c'est juste 2 ans, 9 mois. Moins de 3 ans. Et comme j'aime souvent ça ne fait pas 3 ans. Donc, comme j'aime souvent le dire, 2023... prépare 2026. Et si vous manquez le coach en 2023, vous estimez que ce n'est que ça seul qui était dans votre viseur, c'est que eh bien, vous ne serez pas dans le starting block de 2026. Du moins, vous ne serez peut-être pas un acteur principal dans la gestion de 2026. Donc, je crois que eh bien, c'est aussi un moment de test de fidélité, d'engagement, de militantisme pour tous ceux qui sillonnent l'environnement politique. On va permettre à Eman de se prononcer. Il voulait la parole depuis. Je pense que les acteurs politiques qui n'ont pas été positionnés ont plus intérêt à travailler que le contexte n'est d'ailleurs pas le même.
Si par le passé, il y a eu des balbutiements pour les élections, au point même où on a invité les acteurs de la société civile à aller négocier, à aller chercher les fonds. Ici, aujourd'hui, on constate que tout est mis sur les rails pour qu'on puisse faire les élections. Et n'oubliez pas que le contexte aussi, c'est qu'il y a une pré-campagne qui va démarrer, qui a déjà d'ailleurs démarré avec les différentes sorties médiatiques auxquelles on assiste et certaines sorties qui ne sont pas couvertes non plus. Mais n'oubliez pas aussi que la campagne démarre le 23 décembre. Oui. Ça veut dire que les enfants sont en projet de fête. Le 25, Papa Noël doit pouvoir descendre. Et vous allez voir beaucoup d'acteurs politiques. Ça doit être une campagne électorale très d'acteurs politiques, positionnés et pas positionnés, qui vont devenir Papa Noël pour les grands enfants en âge de voter. Donc, moi aujourd'hui, j'ai 18 ans. Et donc, j'attends Papa Noël aussi. Oui, Wahab. Ça va nous faire piaffer de rire sur le plateau, mais avec une très belle analyse. Parce que, Christian, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on veut donner une certaine force aux formations politiques. Les mécontents, ça ne manque pas. Bien entendu, quand vous vous réveillez d'abord avec l'affaire de pré-liste qu'on avait eue, et plus au fur et à mesure que les choses évoluent, on a une certaine bonne idée de la liste déposée par les différentes formations politiques, n'est-ce pas? Il y en avait qui étaient déjà découragés. Donc, c'est évident que quand vous avez déjà bataillé pour être positionné, vous avez bataillé pour être reconduit pour ceux-là qui étaient déjà au Parlement et que vous ne l'avez pas eu, bien entendu, il y a un certain grincement dedans, il y a un état d'âme que vous devrez déverser. Mais ceci dit, il y a une parenthèse qu'il faut fermer. Quand elle s'ouvre d'un côté, elle doit pouvoir se fermer de l'autre, de manière à ce que vous bataillez sur le terrain. Il y a des actions que les gens posent qui se payent par la suite. Et c'est ça que Hakim était en train de souligner. Parlant de Chantal Aïe, par exemple, elle n'était pas tête de liste au moment des élections de 2019. Mais elle a bataillé pour sa formation politique au point d'être élue. Et pour les élections communales, où elle pouvait rester tranquillement les bras croisés, disant que bon, moi-même je ne suis pas candidat puisque je suis déjà député, on l'a vu travailler, faire le tour de Cotonou à la limite, n'est-ce pas, pour sa formation. C'est vrai, les exemples sont légion. Les exemples sont légion. Elle a vraiment travaillé, et donc pour dire que si vous, seul le travail paye, comme on dit. Donc quand vous travaillez pour votre formation, les remerciements, ou bien le siège de l'Assemblée nationale n'est pas le bonus de remerciement pour vos efforts. Il y a d'autres postes. Il y a 2000. D'accord. L'évite alors ce matin, c'est que même si vous êtes découragé, montrez que vous êtes fair play et que vous accompagnez les autres. Et ne soyez pas surpris très rapidement. Le succès des autres, c'est votre succès. Ne soyez pas surpris que les chefs de parti, n'est-ce pas, donnent des lettres de mission aux acteurs politiques pour aller un peu comme le faisait Bruno Arnaud. Merci. Allez, un autre aspect de la chose, sur les listes, nous avons vu des artistes qui sont positionnés. Nous avons vu les hommes qui se sont forgés en tentant le destin d'entretenir la foi, aujourd'hui avoir un appétit pour la chose politique. C'est-à-dire les hommes de Dieu. Ils sont également positionnés. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cet appétit qui est Herman? Non, écoutez, l'appétit pour les hommes de Dieu, pour la politique, ça ne date pas d'aujourd'hui. On a vu comment le régime qui a précédé celui de Talon, n'est-ce pas, a été, je dirais, à l'antichambre et même dans le gouvernement, donc sur le terrain politique en son temps. Donc, on n'est pas surpris de voir les religieux, n'est-ce pas, se mettre dans la politique. Vous savez, je dirais, les commentaires qui accompagnaient le régime Yahi en son temps avec les hommes de Dieu, Donc ça ne surprend pas. Certes, on peut noter que cette fois-ci, il y a un appétit plutôt vorace pour les sièges à l'Assemblée nationale, et on s'interroge qu'est-ce qui justifie cela, parce que à un moment donné, n'est-ce pas, il faut voir également les privilèges, les honneurs et autres qui vont avec. Certes, sous ce régime, ou pour ne pas dire la 8e législature n'a pas bénéficié des mêmes facilités que les mandatures qui l'ont précédé, mais toujours est-il que les honneurs qui vont avec, les hommages et autres, il y a que beaucoup doivent se mettre dedans. Et moi, je ne suis pas surpris si les artistes se mettent dedans. Il y a entre-temps notre corporation également qui s'est intéressée à la chose.
chose. Moi, j'ai vu un homme qu'on lui a mis comme titre cultivateur. Je ne sais pas si c'est une erreur. Quand vous prenez par exemple Charles Tokor, je ne sais pas pourquoi, si c'est une erreur, on l'a mis comme profession cultivateur. Je me suis... Il est fermier. Oui, il est fermier. Voilà. Vous voyez, donc, et il n'est pas, je sais pourquoi je dis ça, il n'est pas le seul pour dire que oui, même si on l'a connu à la mairie, on l'a connu dans le monde de notre profession et autres, n'est-ce pas, on lui a mis comme cultivateur. Et il y a d'autres qui sont vraiment des cultivateurs, des hommes de terre proprement connus et qui ont été positionnés. Non, on ne l'a pas mis. C'est lui qui a dit qu'il est clôturé. Oui. Et donc, du coup, c'est le cultivateur qui a été mentionné. Et que ce n'est pas une occupation. Ce n'est pas un crime. Oui, non, mais pas du tout. Ça n'a rien de On a des meuniers qui sont députés. Oui. Non, je pense qu'on ne devait pas s'en offusquer, on ne devait même pas, ça ne devait pas forcément attirer l'attention. Non, il n'y a pas un terrain, où ce sont, je dirais quoi, l'apanage, c'est l'apanage d'une certaine classe, non. On parle de la classe politique. Et puis, chacun opère là-dedans. Il y en a qui opèrent à visage découvert, il y en a qui apportent d'une manière ou d'une autre, je dirais, leur pierre à l'édification de la chose politique. Et donc, on aurait même souhaité que toutes les couches soient représentées à l'Assemblée nationale, comme ça a été le cas peut-être par le passé, à l'époque, je dirais quoi, des premières mandatures législatives. Eh bien, la bonne dame du marché d'Antopal est représentée, donc les bonnes dames du marché s'identifient à travers cette dernière, et elles peuvent lui faire porter leur doléance en ce qui concerne leur manière de vivre et de faire au niveau donc des marchés, bien évidemment, et elle peut porter, je dirais, l'information pour que ceux qui ont la sagacité intellectuelle d'élaborer à propos puissent élaborer à propos. Vous avez vu la dernière fois, les dernières élections législatives en France, la femme de chambre, qui d'ailleurs aujourd'hui a fait la grosse actualité parce que dans son combat en son temps au niveau des travailleurs, eh bien, elle s'est montée très offensive. Et les femmes qui opèrent dans ce secteur aujourd'hui se sentent représentées par elle et fièrement, eh bien, elles se disent, eh bien, celle-là peut défendre leur couleur. Les artistes, ce n'est pas nouveau, on les connaît déjà dans cet environnement. Les hommes d'église et les hommes de foi, et si ce sont eux qui peuvent apaiser les moments, je dirais quoi, de tumulte au niveau de l'Assemblée nationale, on n'a rien contre. De toutes les façons, c'est que l'institution fonctionne à merveille. Non, moi, je n'ai pas envie de faire une caricature toute particulière sur ces derniers. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus, mais moi, j'ai quand même un mot à dire sur certains positionnements. Le retour de certains acteurs politiques. On l'avait dit ici, quand il s'est agi de l'arrimage UPR, UP avec le Parti Renouveau démocratique. Vous avez vu un peu sur la liste, il y a bien de retour. Un certain Charlemagne Ronfort qui a été positionné, c'était évident que, bien, il y a de ces militants du PRD qui, à l'occasion des législatives prochaines, pourraient quand même aller refaire surface. Ça n'a pas raté au niveau de l'UPR. Charlemagne Ronfort qui fait son retour positionné, je crois, deuxième titulaire au niveau de la 19e section électorale. Quand on prenait la 15e, le ministre de la décentralisation a fait à côté, qui a été plusieurs fois élu au niveau de cette circonscription, a été positionné deuxième titulaire au niveau de l'Union progressive, le renouveau, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour faire un peu... Et également, les surprises reviendront quand la liste sera exhaustive. Vous parlez des positionnements dans la 6e au niveau de l'UP avec Victor Tompanou, des acteurs du milieu enseignant et puis la surprise de la 14e au niveau de l'UPR et où le député Afo, du moins pour l'instant, n'a pas été positionné. Pour ce que nous avons, ne conduit pas la liste au niveau de l'Union progressiste, le renouveau. Voilà un peu quoi. Popularité artistique ou religieuse à confondre à la popularité politique. Non, je pense que c'est Akimé qui fait bien de dire que lui, les hommes de Dieu pourraient peut-être tempérer l'atmosphère un peu fébrile au Parlement une fois que ça va venir. Est-ce que ce n'est pas le cas Ousmane Ibrahim, l'imam, qui fait monter les aptis? Je dirais, non, pas forcément. Je dirais la même chose du côté des artistes aussi. Si l'artiste, une fois apparu au Parlement, peut faire pouffer de rire tout le Parlement, ça participera de la bonne humeur de ce Parlement qui est un rôle, on discute de beaucoup de choses à la fois. Ils ont besoin d'une dose de bonne humeur également pour bien travailler. Je pense que oui, appétit, non. Le contexte de 2019 n'est pas celui de 2023. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut attendre la liste aussi des partis politiques qui vont être retenus définitivement pour nous assurer de ce que c'est. Parce que l'absence d'un leader, tête de liste, dans une circonscription électorale, peut faire basculer
Vous voyez, si par exemple on vous dit tel acteur politique était attendu parce que sa liste n'est pas conforme, la liste tombe désormais en désuétude, donc il peut pas aller aux élections. Cet acteur peut chercher à travailler pour un autre acteur politique et donc les calculs vont forcément changer. Donc c'est pourquoi je dis oui, ceux qui ont été absents, encore que j'ai fait un débat avec un député hier au téléphone qui me disait oui qu'il faut attendre la liste définitive. C'est à croire qu'il y a encore possibilité qu'on fasse jeu de chaises musicales ou qu'on c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il faut attendre la liste définitive. La loi est claire là-dessus. La loi est très claire là-dessus en disant qu'il n'y a pas de changement de poste. Il m'a dit d'attendre d'abord qu'il y ait la liste définitive pour. Je dis bon, c'est oui. Il y a de l'espoir. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que j'ai fait rire le plateau, mais vous voyez que pour 2023 là, 23 décembre là, c'est la première fois que Père Noël va descendre pour les personnes âgées. On écoute Joël Abtaï Guédégui sur la probablement cette catégorie. Un signe des temps que des catégories non habituelles commencent à s'inviter dans le débat. Et c'est aussi une forme de popularité que les partis cherchent à récupérer, parce que l'objectif c'est de gagner. Je ne dirais pas par tous les moyens, mais c'est un critère qui compte. Si ce n'est pas la popularité, par plusieurs types de réputation, même la réputation financière, la capacité à porter la campagne, à soulager le parti des dépenses attendues. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et il faut aussi voir, on a parlé du ministre à Cotagnon, donc pour les partis qui ont des ministres, comment on positionne les ministres pour porter les listes sans qu'ils n'utilisent les moyens de l'État. Les têtes de figure qu'on met devant en trompe l'œil, parce qu'il s'agit pour elles de tirer la liste et de s'esquiver après, parce qu'il y a d'autres rôles qui sont réservés, attendus. Donc il y a beaucoup de stratégies qui sont en cause, et puis on n'a pas parlé quand même du risque pour certains partis de disparaître de la carte, parce que ça fait la deuxième élection législative à laquelle certaines ne participaient pas. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? On aimerait qu'ils se prononcent rapidement. Ce qu'ils deviennent déjà. On aura l'occasion. Non, il faut qu'on soit très ferme, qu'on soit très clair sur ça et qu'on avance. Mais même si là-dessus aussi la loi a été un peu, flexible, pas flexible, la loi est restée évasive. On dit qu'il faut présenter des candidats. C'est ce que le électoral a dit. C'est pas participer, avoir présenté des candidats à 2 élections législatives. Les tests sont clairs là-dessus. Donc on se demande, celui qui a présenté un jeu de mots, on n'a pas dit participer, celui qui a présenté une liste. On est le 218 dossier, il va déposer 10 dossiers. Il a présenté des candidats. C'est compliqué. C'est ça. Ce que dit Eman, c'est peut-être la limpidité souhaitée au niveau des lois. Sinon, en réalité, quand on la prend comme ça, dans l'esprit de la loi, c'est certainement, quand on dit présenter, c'est prendre pas en réalité. C'est l'esprit de la loi. Maintenant, aussi est tordu. Exactement, tout à fait. Parce que le législateur aurait pu dire carrément, de façon claire, prendre part aux élections. Maintenant, si déjà au niveau du tamis, dépôt des dossiers seulement, vous êtes recalé, est-ce que vous avez pris part aux élections? La question reste tout entière. Donc c'est peut-être pour ça qu'Eman parle de la loi qui est restée évasive. Je dirais évasive. Tordue, on aura le temps de l'aborder. Mais de toute évidence, l'article 7, alinéa 2, tout parti politique perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. S'il ne présente pas de candidat. Bon, c'est là justement que la loi est tortueuse, tordue, alambiquée, dithyrambique, ou lesquels mots. J'aurais bien, c'est certainement que Christian Lutan ne le connaît pas, mais je crois que dans l'espoir que peut-être instamment nous ayons les listes officielles, ça aurait quand même été intéressant, comme l'a dit tout à l'heure Joël, qu'on puisse quand même élaborer sur certaines têtes qui conduisent les listes au niveau des différents partis politiques. Comme le ministre Romeki compositionne le COUFO, compositionne quel est le message qu'on envoie? La secrétaire administrative, Christelle Mundolongo, qui a toujours bataillé dans sa circonscription, compositionne au niveau du poste de femme, ici, dans la partie méridionale. Les ministres qui conduisent les listes, pour certains, certainement au nom de leur carrure, au nom de ce qu'ils vont apporter au parti politique. Yves Chabi Kouaro positionné au niveau donc de la troisième, vous voyez un peu l'attelage qui a été mis en place avec bien évidemment comme suppléant le maire de la commune de Boukoumbe. Vous voyez un peu. Dans la troisième. Le maire, on a un maire
assez pourvoyeur de voix qui n'est pas sur la liste comme Luc Atropos. Exactement. Et quand on prend la première où le directeur général du matériel et de la logistique, Amadou Djibril Rabi, conduit la liste UPR dans la première circonscription électorale, on va essayer autant d'éléments sur lesquels il faut forcément... On va revenir sur ça. Et où le ministre Alassane Seydou, il n'est pas positionné. Bon, Évêque Romain positionné. Issa Salifou en deuxième position. Ouais, un peu cet atelier-là. Allez, on va analyser, on va fouiller, on va creuser, on va bêcher, si vous le voulez, pour avoir toutes les informations qu'il faut. Que de place où la main à partager. À partager. Ouais, vous avez bien appris votre poésie. C'est très bien. Merci Eva Kamalipara, Joël Lataï Guédégué, merci beaucoup de votre disponibilité. Herman Aliamboussou pour tout ce travail de recherche. Hakime Seydou Ousseni, on se retrouve demain. On fait le point de l'actualité avec les journaux. Et c'est sur cela que nous vous disons bien merci de votre attention chez vous. C'était Actu Matin. Très bonne semaine à chacun et à tous, quelles que soient les circonstances, les conditions. N'oubliez pas, gardez toujours le sourire. Au revoir. Le voyage de Creative Africa Nexus se poursuit en 2022. Les success stories de l'Afrique captivent le monde. Cette année, le Canex Weekend reliera les secteurs créatifs de l'Afrique, jetant des ponts entre l'Afrique et la diaspora. I will be live at Canex Weekend. Nous vous invitons à participer au Canex Weekend. La ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 25 au 27 novembre 2022. Inscrivez-vous gratuitement à la conférence sur canex.africa. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Encore 2 mois et les électeurs se rendront aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement. Et avec l'enregistrement des listes de candidatures par la Sénat, le Soleil Bénin Info voit déjà que le boulevard de la Razia se dresse devant le bloc républicain. Dans la 14e circonscription électorale, le ministre d'État en charge du développement, Abdoulaye Bio-Tchane, est candidat à l'élection législative du 8 janvier 2023. Il est premier titulaire sur la liste du bloc républicain dans la 14e circonscription électorale Basila-Kopargo-Waké. Son choix a reçu un écho favorable auprès des populations, note le journal, pendant que Bénin Intelligent informe qu'au sein du parti Union progressiste Le Renouveau, tout le monde n'est pas satisfait des positionnements contenus dans le dossier de candidature déposé à la Sénat. Le président du parti, Joseph Diogbenou, dans sa lettre du jour, s'adresse aussi bien aux mécontents qu'à ceux qui ont la chance d'être en lice au niveau des différentes circonscriptions électorales. Il développe les critères de sélection et le processus ayant abouti à cette liste. De son côté, la boussole informe que c'est toujours l'incertitude dans le camp du parti Les Démocrates. À en croire le journal, cette formation politique peine toujours à rassembler les quitus fiscaux de tous ses candidats, puisque des 218 positionnés, 12 sont sans le quitus. Matin libre d'ajouter que Nouréni Achadé, vice-président du parti, entouré d'autres caciques du parti, a fait un point sommaire des pièces administratives qui manquent au dossier après observation de la Commission électorale nationale autonome. À l'entendre, ces premières observations font état d'un défaut de 17 sur 218 quitus fiscaux au dossier de certains candidats. Du côté de la FCBE, l'on est apparemment tranquille, puisqu'à en croire l'autre vision, Paul Hunkpe et son poulain Damien Hunguet prennent le lead pour la Razia. En métronome, véritable maître du jeu et fin stratège en matière dans l'art de la politique, c'est Paul Hunkpe lui-même, le patron de la famille Kori, le chantre de l'opposition qui est à la manœuvre dans la 18e circonscription électorale. Il est suppléé par Damien Hunguet, un jeune dynamique qui n'est plus à ses premiers pas dans la politique et qui a déjà l'expérience des élections. C'est donc, conclut le journal, le maître et le bon élève qui prennent le lead de la liste FCBE dans la 18e circonscription électorale. Pendant ce temps, Fraternité relève fortunes diverses pour les femmes et renseigne que sur les listes des 3 principaux partis politiques, à savoir Union progressiste Le Renouveau,
le bloc républicain et la force Kouri pour un Bénin émergent, les femmes sont de nouveau mises au second rang. En dehors des 24 sièges à elles réservés, elles n'ont pas un meilleur positionnement sur la liste dite normale. Qu'elles soient ministres, députés sortantes ou leaders à forte popularité, elles sont pour la plupart placées sur les positions exclusivement réservées aux femmes. Sur les positionnements de l'UP Le Renouveau, aucune femme ne conduit de liste dans les 24 circonscriptions électorales. L'autre vision informe que le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ngoumbedji s'est prononcé hier dimanche sur la question liée à l'augmentation des salaires des fonctionnaires dont l'échéance était fixée pour ce mois de novembre 2022. Selon ses explications, l'augmentation des salaires dépendra du vote du budget exercice 2023. Nous avons dit qu'au plus tard, fin novembre, l'annonce des grandes décisions se fera, mais la couleur de ces grandes annonces sera tributaire du vote du budget général de l'État de l'année 2023 au Parlement, a-t-il confié. Avec la presse du jour, on peut lire que les moyens nécessaires sont mis en place pour une bonne réussite de la campagne 2022-2023 de commercialisation du coton graine. En effet, pour que les opérations de récolte et de commercialisation se déroulent sans anicroche, un soutien financier a été accordé aux parties impliquées dans les différentes opérations. Pour faciliter les opérations de récolte, l'interprofession accorde une avance sur les fonds coton d'un montant de 3 816 millions de francs CFA. Le matinal souligne que le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, a fait remarquer qu'à l'instar de la campagne 2022-2023, la campagne 2023-2024 ne sera pas épargnée de difficultés, notamment en ce qui concerne le prix et la disponibilité des intrants. À ce propos, il a annoncé que le Conseil des ministres du mercredi 20 avril 2022 a pris des mesures de soutien à la production au titre de la campagne agricole 2022-2023 pour soulager les acteurs de la filière. L'événement précis ajoute que le Bénin table sur une production de 705 000 tonnes. Dans le domaine de la santé, l'économiste du Bénin écrit qu'à l'université d'Abomey-Calavi le jeudi 27 octobre 2022, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a consacré sa première grande conférence à la crise de la Covid-19, occasion pour les chercheurs en sciences biomédicales ayant travaillé sur le produit apivirine du docteur Agon Valentin et des acteurs d'autres disciplines de faire l'état des lieux, de se projeter et d'apprécier les défis du continent. Et puis en sport, le pays émergent informe que la Fondation internationale Issa Hayatou, de l'ancien président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, organise le dimanche 13 novembre prochain au stade René Pleven de Cotonou 2 un tournoi gala de football en hommage au président béninois Patrice Guillaume Atanas Talon et à Félix Tshisekedi, son homologue de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dimanche au cours d'un point de presse organisé au stade de l'Amitié face à la presse. Le président de la Fondation internationale, Anoui Niiba, a expliqué les raisons de l'organisation de ce tournoi international gala de football. Hors des frontières béninoises, informe le journal Le Chasseur, il s'est passé la célébration de la fraternité béninoise en France. Au soir du lancement du premier séminaire spécialisé, le fondateur de l'école supérieure de management, Isidore Huedo, envolé pour la conquête d'autres partenaires, est aperçu au palais de l'Épi d'Or à Paris, en France, à la célébration. Une grande rencontre de la diaspora béninoise vivant en Europe vient ainsi renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays. Merci d'avoir suivi la revue de presse.